L'émission suivante est réalisée grâce à un partenariat local. Bonne émission! Où va-t-on? C'est la question que s'est posée Maverick et Paul Albert sur le futur de l'évolution humaine, en passant de la sélection naturelle à la sélection artificielle faite en laboratoire. Scientifiquement parlant, dans un avenir proche, est-ce que le clonage humain serait possible pour la création d'un être parfait? Bonjour, je m'appelle Maverick Soucy. Bonjour, moi c'est Paul Albert Langlois. Nous sommes tous les deux au Collège Notre-Dame en 5e secondaire. Nous, on se posait comme question, où va-t-on? Alors, qu'est-ce qu'on veut réellement dire avec cette question-là, où va-t-on? C'est assez vague, c'est assez flou. On se posait réellement, où est-ce qu'on se dirige au niveau du futur de l'évolution humaine? Alors, déjà, pour pouvoir répondre à cette question-là, il faut savoir c'est quoi la sélection naturelle. Qu'est-ce que c'est la sélection naturelle? La sélection naturelle, c'est quand un individu qui a des bonnes caractéristiques génétiques, par exemple la girafe qui a un long cou, va être capable de rester en vie, donc de se reproduire et de transmettre ces bonnes caractéristiques génétiques-là à la génération suivante. Par contre, si je prends d'autres girafes qui ont été plus malchanceuses, qui malheureusement ont des petits coups, donc des mauvaises caractéristiques génétiques, ils ne vont pas être capables de survivre, ils ne vont pas être capables de se rendre jusqu'aux feuilles dans les arbres, donc ne vont pas transmettre leurs mauvaises caractéristiques de petits coups à la génération suivante. Donc, est-ce que selon vous, le processus de la sélection naturelle est encore présent chez l'homme aujourd'hui? Ouais. En réalité, ça a été grandement amoindri avec les années, surtout avec l'arrivée de la civilisation humaine, en fait. On a arrêté de s'adapter à notre environnement, on s'est mis à adapter l'environnement à nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec toutes les technologies qui sont arrivées, aujourd'hui avec l'État-providence, etc., on n'a plus besoin d'avoir des caractéristiques génétiques parfaites pour pouvoir survivre et se reproduire. Un exemple qui peut paraître anodin, c'est la myopie. Un myope, un homme des cavernes myope, il ne peut pas chasser, il ne peut pas survivre, il ne peut pas se reproduire, il ne transmet pas ses gènes. Alors qu'aujourd'hui, on a inventé une paire de lunettes, on vit notre vie complètement normalement, sans aucun problème. Avec l'arrivée de la civilisation humaine, on n'a plus les mêmes problèmes qu'on avait avant. Ça se ressent aussi au niveau de la baisse de l'intelligence humaine. On estime que notre espèce perd 7 points de QI d'une génération à l'autre. Donc c'est assez alarmant. On voit que ce n'est pas nécessairement les meilleures personnes qui font des enfants, contrairement à ce qui était le cas auparavant chez notre espèce. Donc nous, on se demandait, est-ce qu'on ne pourrait pas réorienter la trajectoire de notre évolution, parce qu'on voit qu'on ne va pas dans la bonne direction, en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas réorienter pour aller dans la bonne direction avec la sélection artificielle? Donc il existe 3 méthodes. La première, la plus ancienne, elle a été inventée, l'eugénisme, ça a été inventé par Francis Galton, qui est le cousin de Darwin. Darwin, c'est lui qui a découvert l'évolution. Donc, en soi, c'est des mesures sociales incitatives. Donc, c'est divisé en 2 catégories. Il y a l'eugénisme positif, où est-ce qu'on veut dire encourager les personnes avec de bonnes caractéristiques génétiques pour qu'ils fassent plus d'enfants. Sinon, il y a l'eugénisme négatif, où est-ce qu'on veut dire décourager les personnes avec des moins bonnes caractéristiques génétiques pour pas qu'ils fassent d'enfants. Un exemple d'eugénisme positif, ça peut être, encore aujourd'hui d'ailleurs, à Singapour, où est-ce que les femmes qui ont soit une maîtrise ou un doctorat ont des baisses d'impôts selon leur nombre d'enfants. Donc, on essaie de venir encourager les femmes éduquées à faire le plus d'enfants possible. Sinon, un exemple d'eugénisme négatif, ça a été proposé, pas mis en place, par William Shockley, prix Nobel de physique dans les années 70, qui proposait qu'on donne 1 000 $ par point de QI en dessous de la moyenne aux gens pour qu'ils se fassent stériliser. Par exemple, une personne avec un QI de 86 pourrait recevoir 14 000 $ du gouvernement en échange du fait qu'elle se fasse stériliser, qui a été lourdement critiqué pour ses propos. Il y a aussi la Seconde Guerre mondiale, où est-ce que les nazis ont mis en place les camps de concentration et d'extermination. Ils voulaient essayer de mettre en place une race dite pure, aryenne, et ça a grandement
la communauté scientifique a commencé à se méfier des thèses eugéniques, qui est de plus en plus reliée et associée au racisme. Donc, c'est mal vu encore aujourd'hui, l'eugénisme. Alors, la deuxième méthode de sélection artificielle, on va parler de sélection embryonnaire. En quoi ça consiste, la sélection embryonnaire? Bien, déjà, on va pratiquer la ponction ovarienne. Ça, c'est lorsqu'on va aller prendre les ovules dans l'ovaire chez la femme, directement à travers une aiguille qui va prélever ces ovules-là. Par la suite, on va faire féconder en laboratoire ces ovules-là avec des spermatozoïdes pour pouvoir obtenir au bout de quelques jours des embryons. Alors, sur ces embryons-là, on va prélever des cellules et procéder à une analyse génétique qui va être vraiment très poussée. On a beaucoup d'informations sur tout ce qui pourrait devenir cet embryon-là. Par exemple, notamment la mémoire, l'intelligence, la couleur des yeux, couleur des cheveux, le sexe, la taille, le risque de dépression. En fait, c'est surtout des risques, mais il y a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver sur les embryons avec cette méthode-là. Alors, ce qu'il faut savoir de ça, c'est que ça se fait couramment aux États-Unis. C'est autour de 40 000 US pour pouvoir pratiquer cette méthode-là. Donc, choisir son enfant, en fait, si on veut le dire de même. Ici, au Canada, c'est seulement pour des fins médicaux, sinon c'est illégal. Par exemple, mettons qu'une mère a une maladie héréditaire grave, ne veut pas que son enfant subisse la même maladie héréditaire, bien, elle va utiliser la méthode de sélection embryonnaire pour pouvoir utiliser un embryon qui ne va pas être victime de cette maladie héréditaire-là. Donc, on pourra le voir à travers les tests s'il va être victime de la maladie. À la fin, tout simplement, on va reprendre l'embryon, le réinsérer dans l'utérus de la femme pour avoir une grossesse normale. Alors, ce qui est de la dernière méthode, on va parler de CRISPR-Cas9. Alors, c'est la plus nouvelle, la plus complexe, la plus intimidante aussi. On est vraiment en terrain inconnu avec cette méthode-là. Comment ça marche? On va utiliser le système d'autodéfense d'une bactérie. Donc, les bactéries se protègent contre les infections virales et les scientifiques se sont dit qu'ils vont utiliser ça pour pouvoir créer une méthode de sélection artificielle. Donc, CRISPR, c'est le système d'autodéfense d'une bactérie qui utilise la protéine Cas9. Qu'est-ce qu'elle fait, cette protéine-là? Elle coupe des segments d'ADN de l'infection virale pour pouvoir se protéger de cette infection virale. Les scientifiques se sont dit qu'avec cette technique-là, on pourrait coder un être humain comme on le voudrait de A à Z. Et ils ont raison. Seulement, il faut qu'on sache c'est quoi qui veulent dire les séquences d'ADN, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire encore. C'est vraiment très nouveau pour nous. Donc, il y a un autre danger avec la méthode CRISPR-Cas9. C'est si on fait une mauvaise coupure, ça peut mener à des mutations cancéreuses. C'est notamment pour ça que l'OMS est sorti. CRISPR-Cas9, comme on l'a dit, c'est très récent. 2012, les chercheuses ont commencé à s'y intéresser. Ils ont fait un beau travail de recherche sur cette méthode-là. Ils ont notamment gagné un prix Nobel de chimie en 2012 pour leur recherche. L'OMS est sorti et est venu mettre en garde la communauté scientifique et la population. C'est très dangereux, on est en territoire inconnu, on touche à quelque chose d'extrêmement dangereux, on touche à notre propre génétique de notre espèce, ça va impacter les générations futures pour l'éternité. Donc, il y a deux autres problèmes qui ont été soulevés par l'OMS. Le premier, c'est au niveau de la perte de patrimoine génétique, ça augmente le risque de maladie récessive. Une maladie récessive, c'est une maladie qui se développe quand les deux parents possèdent exactement le même gène dit récessif, où est-ce que l'enfant va développer la maladie, uniquement si ces deux parents ont le même gène. Donc, si on se met à tous se ressembler d'un point de vue génétique, bien là, on explose les risques statistiques que les maladies récessives ressortent. Un exemple, ça peut être les chiens Mira. On a pris des labernois, on a pris les meilleurs, on les a fait se reproduire ensemble. On a repris les meilleurs enfants, on les a fait se reproduire ensemble, etc. Finalement, l'espèce est très consanguine. Il y a énormément de cas de maladies récessives, notamment les cancers, 5 fois le taux normal pour des chiens qui ne sont pas de race Saint-Pierre. Donc, c'est évident que si on met des méthodes de sélection artificielle à grande échelle chez l'homme, bien évidemment, les maladies récessives, les cancers, l'albinisme vont exploser. Donc, à prendre en compte dans nos décisions. Finalement, la sélection artificielle pourrait augmenter la vulnérabilité de notre espèce aux changements environnementaux. Par exemple, un virus. Donc, si on est tous identiques d'un point de vue génétique et qu'il y a un virus ou un changement quelconque qui est très spécifique, qui va s'attaquer à une certaine personne d'un point de vue génétique, bien là, ça va s'attaquer à tout le monde puisqu'on va être quasi pareil. Donc, un exemple, ça peut être la patate irlandaise au 19e siècle. On a mis au point, grâce à la sélection artificielle, une patate qui était très nutritive. On s'est dit, c'est formidable, on va la cultiver partout en Irlande. Un problème, c'est qu'il y a un virus qui est entré qui s'attaquait spécifiquement à ce type de génétique-là de patate. Et donc, ça a pris instantanément. Ça a tué 12 % de la population de l'époque. Ça a causé une famine qui a été effroyable. Donc, la promesse de la sélection artificielle
des bébés parfaits avec que des qualités, pas de défauts, gentils, toujours heureux, ben, ça peut faire rêver. Mais il n'y a pas que du beau, il y a aussi du moins beau. C'est à prendre en compte dans notre décision. Bien évidemment, on joue avec quelque chose de très dangereux. Et cette décision-là, fondamentalement, c'est ça qui va décider le futur de l'évolution humaine. Merci. Maverick, Paul Albert, c'est passionnant d'entendre ça. D'après ce que je peux comprendre, il n'y a pas de solution miracle, là. On est encore en train d'étudier pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce type de sujet-là. Alors, nous, ce qui nous intéressait, la partie de la question qui nous intéressait, c'était au niveau de comment est-ce qu'on pourrait optimiser notre espèce, essayer de l'améliorer. Question fascinante. On s'est rendu compte au travers de nos recherches que présentement, on ne va pas dans la bonne direction. On s'est réorienté aussi. On voulait parler juste de l'eugénisme. Finalement, on est allé chercher plus large avec notre question. Ouais, c'est ça. Je pense que Paul a pas mal tout dit là. Vraiment, ce que moi, je m'avais donné comme défi pour cette expo-science-là, c'était de pouvoir donner à mon audience une opinion sur ça. Je voulais leur donner leurs informations, puis je voulais qu'eux se disent « Ah, mon opinion sur ça, c'est oui, on devrait mettre en place la sélection artificielle. Non, on ne devrait pas la mettre en place. » Je voulais juste informer. La science dans vos vies, pourquoi c'est important? Je pense que la science, l'étude de la vérité, peut nous amener très loin, autant d'un point de vue technologique que l'amélioration des conditions humaines, au niveau de la productivité. Je pense qu'on peut faire beaucoup de bien au monde en avançant avec les avancées technologiques et l'innovation que la science produit finalement. C'est vrai. La science, c'est la curiosité de bien savoir les affaires. C'est la curiosité de toujours vouloir en apprendre plus. Moi, je trouve que la curiosité, c'est vraiment important parce que la science, c'est le savoir, puis le savoir, c'est le pouvoir. T'as toujours un petit peu de plus, hein? Bravo pour votre travail. Est-ce qu'il y a une suite à ça? Voulez-vous aller plus loin que l'Expo Science ou vous aimeriez développer ça encore davantage, tous les deux? Assurément, c'est un sujet qui nous passionne. C'est absolument fascinant. Après, où est-ce qu'on va aller le pousser? Bonne question, là. On verra. Qui vivra verra. Absolument. Je pense que c'est vrai de dire que tous les deux, on était passionnés quand on faisait des recherches là-dedans et qu'on en apprenait plus. Ça a paru, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.